C'est une question extrêmement, extrêmement complexe qui est liée à toutes les questions, à tout le débat sur l'épistémologie postmoderne qu'on a déjà abordé, en tout cas que j'ai déjà abordé dans d'autres émissions, peut-être pas ici, mais ailleurs. C'est-à-dire que au fond, c'est une très mauvaise idée dans le sens où c'est un manque de respect pour la qualité des acteurs noirs. C'est-à-dire que imagine que tu es obligé de voter une loi pour que la qualité d'un acteur noir soit reconnue. Mais tu imagines le manque de respect pour le talent de l'acteur ou pour le talent des acteurs noirs. On a tellement d'acteurs noirs, tellement talentueux, que si tu votes ce genre de loi, on pourrait peut-être croire que c'est grâce à ces lois que ces gens sont là où ils sont. Non, ils sont là où ils sont parce qu'ils ont du talent. Et moi, je suis de ceux qui promeut euh, le mérite et le talent, c'est-à-dire le succès par le mérite et le talent. Et force est de constater qu'on a eu de nombreux acteurs noirs extrêmement talentueux qui ont percé. Bon, il ne faut pas oublier une chose. Aux États-Unis, contrairement peut-être à d'autres pays, euh, la place de l'argent, elle est très centrale. Et à partir du moment où l'argent est central, toutes les considérations culturelles ou identitaires deviennent moins importantes parce que ce qui compte, c'est faire de l'argent. Donc à partir du moment où quelqu'un a beaucoup de talent et que tu mets de côté les questions culturelles et identitaires, ceux qui veulent faire de l'argent vont promouvoir le talent de la personne, puisqu'il va faire vendre. Tu saisis. Là où ça commence à poser problème, c'est quand les questions qui sont liées à l'économie ne sont pas nécessairement le seul moteur qui anime la prise de décision. Et justement, selon moi, les sociétés qui sont les plus avancées en termes de liens sociaux liés à la question économique sont les sociétés où il peut y avoir le moins de racisme, pour une raison très simple. Parce qu'à partir du moment où le lien social est l'argent, tout ce qui va produire de l'argent va être promu, indépendamment de la couleur de peau des gens. Là où la couleur de peau des gens devient important, c'est quand l'argent est moins important que toute une série d'autres questions culturelles et identitaires. Donc voilà, évidemment, ce que je dis est théorique, c'est purement philosophique. Cela ne veut pas dire que les États-Unis n'ont pas eu une histoire très lourde avec le racisme. Tout au contraire, ils ont eu une histoire très lourde avec le racisme, qu'ils ont combattu, qu'ils ont quelque part, dans une certaine mesure, du moins sur le plan législatif, éradiqué. Alors un racisme peut toujours exister aux États-Unis. Maintenant, encore une fois, tout dépend de la manière dont on définit les termes. Tu vois, je veux dire que là aussi, on est sur des questions extrêmement complexes. C'est-à-dire que la manière dont, par exemple, toi et moi, on va définir le racisme ne va pas être la même manière euh, qu'une personne qui, lui, est roué à l'épistémologie postmoderne va définir le racisme. Pour lui, par exemple, le fait que les prisons américaines soient remplies de Noirs prouve qu'il y a un racisme à caractère systémique. C'est-à-dire que le fait, par exemple, qu'il y ait moins de femmes avocates que d'hommes avocats va prouver qu'il y a une forme de discrimination à l'égard des femmes, à l'endroit des femmes. Donc, ils ne vont plus définir les mots de la même manière que toi et moi, par exemple. Ils vont les définir sous des angles sociologiques où ils vont, comment dirais-je, extrapoler le concept à l'épistémologie qu'ils défendent. Et c'est pour ça qu'on ne se comprend plus aujourd'hui. Parce que, par exemple, si on regarde la définition du mot racisme dans le dictionnaire, il a une définition. Par contre, le concept de racisme systémique ne peut être compris qu'à l'aune d'une épistémologie particulière. C'est un peu comme si moi je te parle de la lutte des classes. Toi tu me parles de la lutte des classes, mais tu sais même pas c'est quoi une classe. Pour que tu comprennes la lutte des classes, il faut que tu étudies l'histoire en tout cas l'idéologie qui parle de cela. Et donc, si tu comprends pas le marxisme, tu veux pas comprendre c'est quoi une classe et tu veux pas comprendre c'est quoi la lutte des classes. C'est le même problème qu'on a aujourd'hui avec ce qu'on appelle la discrimination positive. La discrimination positive, elle part du principe qu'il existe au départ ce qu'on appelle un racisme systémique. Ça veut dire un système qui ne va pas nécessairement légiférer d'une manière raciste, mais qui va produire du racisme d'une manière holistique. Et pour eux, la preuve que ce racisme existe, c'est le fait, par exemple, que sais-je, dans une population où il y a
prenons un exemple, il y a 1000 personnes et qu'il y a 500 noirs, 500 blancs, et qu'au niveau des acteurs connus, il y a 80% de blancs et 20% de noirs. Ben, cela prouve qu'il y a du racisme systémique à l'endroit des noirs. Parce que théoriquement, il devrait y avoir autant de noirs que de blancs au niveau justement de la représentation des acteurs. Et si tu veux, le problème avec cette approche, c'est qu'elle ne prend pas en considération le concept de choix individuel. C'est-à-dire que, par exemple, si pour une raison ou une autre, certaines personnes font d'autres choix individuellement, ben, ce choix individuel ne va pas être pris en compte. Et c'est pour cela qu'on va se retrouver à définir des catégories et des concepts qui vont paraître étranges, mais qui, à l'intérieur de l'épistémologie que défendent ces personnes, a une certaine cohérence. Je vais encore te donner un exemple pour que tu comprennes. Je sais que je m'écarte un peu du sujet, hein, mais c'est important, important de comprendre cela. Imaginons qu'on prétende que les femmes gagnent toujours 7% moins que les hommes. Toi, tu te dis, ah, c'est inacceptable que les femmes gagnent 7% moins que les hommes. Mais ensuite, si tu regardes la manière dont les statistiques ont été faites, tu vas voir qu'ils ont pris les secteurs. Par exemple, ils ont pris le secteur tertiaire, tout ce qui est profession libérale. Dans les professions libérales, on va partir du principe que dans les professions libérales, les femmes sont représentées d'une certaine manière. Et elles gagnent moins parce qu'il y a moins de revenus chez les femmes que chez les hommes. La statistique elle-même est correcte, mais ce qu'elle ne prend pas en compte, ce sont les choix de carrière individuels. Par exemple, le fait qu'un homme va vouloir travailler 15 heures par jour, là où la femme va peut-être privilégier la qualité de vie. Pour cette épistémologie, si une femme privilégie sa qualité de vie, ou par exemple le fait de passer plus de temps avec ses enfants, il y a ici une discrimination systémique qui fait que son choix a été déterminé par sa condition. Ça veut dire que le choix qu'elle a fait n'est pas un choix individuel, c'est un choix qui lui a été imposé par des structures. Et donc, le fait que les femmes dans les secteurs libéraux gagnent moins que les hommes, et que toi, tu leur répondes, oui, mais elles travaillent moins d'heures. Eux te répondront, oui, mais elles travaillent moins d'heures parce que les structures leur ont imposé de travailler moins d'heures. C'était pas un choix individuel. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir te proposer une grille de lecture qui a comme soubassement une épistémologie qui est propre à une certaine logique, qu'on ne va évidemment pas te mettre en exergue, et on va venir avec des statistiques qui sont issues de cela. Et donc, on va te dire les femmes gagnent 7% moins que les hommes, par exemple. Mais on ne va pas te dire que, par exemple, de nombreuses femmes, au moment où elles accouchent, elles ont envie de passer du temps avec leur bébé, donc elles vont passer en mi-temps. Et quand elles passent en mi-temps, la catégorie femme, le revenu de la catégorie femme diminue parce qu'elles sont passées en mi-temps. Mais ça, c'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce que comme elles sont passées en mi-temps, elles sont pas passées à mi-temps par choix individuel. Elles sont passées à mi-temps parce que l'homme n'a pas voulu, d'une manière équitable, garder les enfants le même nombre d'heures qu'elle. Et donc, elle a dû prendre un mi-temps alors que toi, tu as gardé un plein temps. Et donc, dans les statistiques, on va se retrouver avec un écart de salaire entre la catégorie homme et la catégorie femme. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que ces statistiques n'ont pas pris en considération le concept de choix individuel, parce que le concept de choix individuel n'existe pas selon cette épistémologie. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important que les gens comprennent comment ces chiffres sortent. Et pour en revenir à ta question, lorsqu'on pose la question comment se fait-il, par exemple, qu'il y a plus d'acteurs blancs que d'acteurs noirs, c'est pas à cause nécessairement d'un racisme systémique. C'est pas nécessairement cela qui en est la cause. Tu comprends? Ça peut être des choix de carrière différents. Et ces choix de carrière différents peuvent être déterminés par une multitude de facteurs. Et ces multitudes de facteurs ne prouvent pas nécessairement ce qu'on appelle le racisme systémique. Et donc, quand à un moment donné, toi, tu viens et tu veux voter une loi pour imposer un certain quota d'acteurs noirs, tous ces choix individuels, tu ne le prends pas en considération. Et pire, tu risques de dégrader le talent et le mérite des individus, à proprement parler. C'est un peu comme l'université de Cambridge, dans les examens de mathématiques, à un moment donné, donnait plus de temps aux femmes qu'aux hommes pour répondre aux questions. Ils justifiaient par cette discrimination positive. On n'a pas assez de femmes représentées dans le secteur des mathématiques.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner aux femmes plus de temps pour répondre aux questions, parce qu'on veut impérativement qu'il y ait plus de femmes. On veut une sorte on veut se rapprocher de cet équilibre 50-50. Et donc, à un moment donné, mais c'est un manque de respect aux femmes de faire cela. Ça veut dire qu'en fait, la femme qui a du mérite et du talent, elle va se dire, mais j'ai réussi grâce à quoi? J'ai eu réussi grâce au fait qu'on m'a qu'on m'a poussé vers l'avant, en réalité, en me donnant plus de temps. Mais c'est pas nécessairement le cas. On a d'excellentes mathématiciennes femmes. Mais il y a des secteurs qui sont plus porteurs par exemple, certaines identités. Les femmes sont surreprésentées dans le secteur où les relations humaines sont un peu plus présentes. Par exemple, chez les infirmières, les psychologues, il y en a plus. Il y a plus de femmes. Mais c'est lié aussi à des considérations biologiques. Et comme aujourd'hui, c'est devenu inaudible que de dire que des considérations biologiques peuvent déterminer des choix de carrière, c'est devenu inaudible, ben on est obligé d'inventer une autre théorie qui est totalement irrecevable, mais qui est devenue la norme dans les facultés de sciences sociales. Et donc, on invente des concepts de discrimination positive, mais on n'explique pas aux gens d'où viennent ces concepts. Évidemment, il faut être un peu ancré dans la définition de ces concepts, en sociologie, en philosophie, pour comprendre de quoi on parle. Mais la vaste majorité des gens ne savent pas de quoi on parle, ne sait pas de quoi on parle. Voilà.